Mesdames, Messieurs, chers Africaines, chers Africains, si vous êtes un Africain ou une Africaine libre comme moi, écoutez cette vidéo et vous devez d'ailleurs la partager au moins une fois dans votre vie tout au long de ce 21e siècle. Mesdames, Messieurs, chers Africaines, chers Africains, je vous informe que l'homme noir africain peut être riche, intelligent ou non, tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de libertés fondamentales, de la dignité humaine, de la justice et du but même de la condition humaine et voire existentielle, l'homme noir ne sera jamais respecté partout dans le monde. Vous serez utilisé comme produit politique, économique et compagnie, après on vous lâche comme des Kleenex. Vous voyez par exemple ce qui se passe sur l'immigration en Occident. On voit que les Africains sont humiliés. Et celui qui a une âme et une conscience peut se dire que l'humiliation est totale. Parce que les mêmes situations, nous l'avions vécu ici au moment où on parlait des Asiatiques. Regardez, depuis, les Asiatiques ont pris les taureaux par les cornes. Ils se sont responsabilisés. Ils ont travaillé. Ils ont réinventé leur société. Ils sont en train de continuer d'ailleurs. Aujourd'hui, ils sont partout respectés, les Asiatiques. Et nous sommes là comme toujours les assistés. Les gens qui sont là deviennent la mère du monde. Alors que nous avions un continent qui est très très riche, qui distribue 60% des réserves mondiales en termes de minerais et de terres rares. Et n'oublions pas tout ce qui est des ressources naturelles. Mais nous sommes les derniers. On nous humilie. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut le dire il y a une grande partie, il y a un complot qui a été organisé, structuré, les structures organisées et managées contre l'Afrique. Mais comme l'Afrique elle-même n'est pas en capacité de s'affranchir de ce piège, et c'est les raisons pour lesquelles nous sommes là, toujours là, dans ce même piège. Et je vous dis quand même que avant de lire pour éveiller votre conscience, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Donc, vous devez être informé si vous êtes citoyen. Et donc, avant de commencer, je vous dis que l'ennemi de l'Afrique, c'est d'abord l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité africaine ou noire qui nuit gravement à l'évolution de ce continent. Au niveau des mentalités, habitudes et comportements d'abord liberticides, antidémocratiques, antisociaux et voire criminogènes. Et comme la nature a horreur du vide, et les autres sont venus clairement en profiter. La nature a horreur du vide. Et donc, si vous passez votre temps à se trahir entre vous, à ne pas jouer à la culture de la raison, qui est la culture des émotions, même ceux qui ont été formés ici en Occident, partout dans le monde, ils repartent là-bas et ça recommence. Et c'est sans fin. C'est comme on dit, quand une vache bout de l'herbe, si tu la fais manger de la viande, elle devient une vache folle. Comme nous sommes comme ça. Donc, c'est comme une prédisposition génétique à la soumission. Au lieu d'anticiper, d'innover, d'entreprendre, de se combattre, de se battre, mais non, on est toujours là dans la soumission. Oui, la soumission est totale. Parce que, il faut déjà observer ces mentalités. Par exemple, il y a eu des gens vraiment bien de l'Afrique pendant ces indépendances, jusqu'à nos jours. Mais ils n'y parviennent pas parce qu'on va toujours trouver l'Africain psychologiquement faible, l'Africain sans âme ni conscience, sans foi ni loi, et qui est là comme prédisposé à détruire son propre peuple et son propre continent. Et ceci a existé depuis l'esclavage, en passant par le colonialisme. Déjà à l'esclavage, il y avait des gens qui voulaient qu'on reste dans l'esclavage, qui continue. Alors que les autres se battaient contre l'esclavage. On est passé au colonialisme pareil. Et aujourd'hui, les néocolonialistes qui aujourd'hui ont tenu par ces Africains, et majoritairement, soi-disant, des élites
des élites, cadres civils, politiques et militaires qu'on voit. C'est humiliant, c'est honteux. Et donc, quand on voit par rapport à d'autres peuples, par exemple les Asiatiques, qui se battent, moi je vous ai toujours dit que tous les peuples du monde, ou presque, ont été colonisés. La plupart des peuples du monde ont été colonisés. Regardez toute l'Europe. Tous ces pays ont été colonisés entre eux. Même d'autres ont subi aussi l'esclavage. Mais regardez, ils se sont toujours réunis. Mais nous, c'est comme indélébile. Oui, mais notre faute, c'est tout l'esclavage, le colonialisme et autres. Même d'ailleurs, certains pensent que pendant même le colonialisme, les gens avaient au moins le minimum de la condition humaine. Il y a au moins un peu d'eau potable, il y a un peu d'éducation, un peu de soins, un peu tout. Mais aujourd'hui, rien du tout, que dalle. Donc nous sommes en train de se déclasser. Et majoritairement dans la partie d'Afrique francophone et qui regroupe quand même plus de 2 tiers d'éducateurs antidémocratiques, antisociaux et criminogènes du continent noir. Et donc mélanger cette France-Afrique médiévale et cette culture, mentalité antisociale, ça crée un bouillon de culture qui est là pour nous tirer toujours vers le bas. Et donc, vous êtes bien informés. Donc, en réalité, les règles qui ont été établies par le pacte occidental pour dominer le tiers-monde, quand on parle du tiers-monde, on pense tout naturellement aux pays du Sud. Mais depuis, c'est des situations qui ont existé depuis les indépendances des années 60. Mais progressivement, beaucoup de pays du tiers-monde se sont affranchis. Mais ce ne sont pas des pays d'Afrique noire, où il y a les Africains, mais c'est beaucoup de pays où il y a des Blancs ou des Asiatiques, un peu d'Arabes. Regardez le cas de la Corée du Sud. En 1960, la Corée du Sud était au même niveau que les pays qu'on appelle les pays non alignés, les pays en voie de développement ou aux pays du tiers-monde, comme nous sommes encore en Afrique. Mais regardez le niveau où se trouve la Corée du Sud. Donc c'est un exemple. Mais comment la Corée du Sud a tout misé pour en arriver à ce rang mondial-là. Donc, et pourtant, il n'y a pas de ressources naturelles. Donc, il y a bien des leviers et qu'il a utilisés pour en arriver là. Mais ça ne suffit pas. Mais il faut une anthropologie spécifique. L'Asiatique est travailleur, l'Asiatique ne se laisse pas faire, l'Asiatique est stratégique, il sait jouer du danger comme autre. Mais nous, on n'est pas ça, parce que la culture occidentale, je vous l'informe, elle est basée que sur les rapports de force. Si vous voyez un occidental, un blanc ou autre, il aime les meilleurs. Donc on établit des règles pour se mesurer. Si vous êtes meilleur, ah oui, on vous respecte. Si vous n'êtes pas meilleur, tant pis, on vous écrase. Donc il faut se battre tout le temps. Donc ce que font les Asiatiques, bon, les Asiatiques, c'est la théorie qu'on appelle l'encerclement. Donc on met des pions par-ci par-là, après celui qui est au milieu s'étouffe et est parti. Mais la culture occidentale, la civilisation occidentale, c'est l'affrontement. L'affrontement direct. Mais pas par violence abusive, non. C'est pour se mesurer. Ils veulent se mesurer sur tous les plans, politique, économique, militaire et autres. Mais si vous n'êtes pas capable, arrêtez. Donc vous venez jouer au culture de l'émotion alors que les autres sont entraînés, ils sont formés, ils sont conditionnés. C'est des professionnels de ces dominations. Donc vous serez certainement écrasés. Et d'autant plus qu'ils ont établi des règles qui les respectent eux-mêmes, les règles pour les dominations. Donc, je prends le cas de la Corée du Sud. En 1960, c'était un pays du tiers-monde. Prenons le cas du Brésil et de l'Inde. Et tout ça, ils se sont affranchis. Mais on connaît comment ils sont affranchis. Ce n'est pas que les ressources naturelles autres. Il y a beaucoup de choses, l'éducation, l'esprit, l'état d'esprit de ces cadres civils, politiques et militaires. Donc, nous ne sommes pas capables, il faut le dire. Donc, nous sommes écrasés. Mesdames et messieurs, donc, je vais parler ici d'un sujet qui touche sur le tiers-monde et que nous sommes là encore au tiers-monde. Malgré les ressources que nous avions, malgré les capitales humains, malgré les technologies qui sont maintenant disponibles partout, mais nous sommes toujours écrasés. Mais pourquoi? Parce que c'est d'abord nous-mêmes, en tant qu'individus. On ne rentre pas chez soi comme on rentre dans un moulin. On rentre parce qu'il y a des failles, il y a des portes, il y a des sorties, il y a tout. Donc nous, aujourd'hui, les portes d'entrée de la domination africaine, c'est d'abord ces élites, soi-disant cadres, hein, docteurs, professeurs, ingénieurs, autres qui viennent citer leur tête de doctorat, de ceci, et comme si le fait d'avoir des diplômes vous prédispose à être président, ministre et autres, on voit les résultats. Donc, ça devait être une vocation, un état d'esprit, comme la différence entre un homme politique et un homme d'État.
Un homme politique, il pense tout le temps aux élections et sans fin. Alors qu'un homme d'État pense aux générations actuelles et futures. Donc on met tous les moyens pour repenser ces écosystèmes. Et donc nous sommes dans une situation de guerre économique, de domination et aussi de survie des puissances et compagnie. Mais nous, pour moi, en tant qu'Africain, quand je pense que, bon, étant donné que la situation, nos besoins de consommation, de développement sont illimités, alors que les ressources nécessaires à cette technologie, à ces modes de modèles politiques, économiques et autres, sont limitées. Donc, comment faire? Donc, nous, on a des idées, pour nous, les écologistes des décroissants, et que l'Afrique ne va pas suivre le modèle occidental. Nous avons besoin de liberté fondamentale, de la dignité et du minimum de cadre de vie. Les gens vivent tranquillement et les activités, mais pourquoi aller chercher des autoroutes, des buildings, des tout ça accompagné alors que les coûts, ces infrastructures et tous ces modes de fonctionnement, ils sont énergivores. Est-ce que nous n'avons pas, nous n'utilisons pas les technologies, ils sont toujours importés, les ressources viennent de chez nous, on nous exploite, on vient nous les vendre et nous ne savons pas comment les fabriquer, on ne sait pas comment optimiser nos ressources naturelles et compagnie. Donc on est dans la domination. Mais parce qu'on est dans le NAS, on a les pièces qui a été faites. Mesdames, Messieurs, peuple africain, cette vidéo vous concerne. Si vous êtes africain comme moi, il faut la partager tout au long de ce 21e siècle et jusqu'au moment que nous commencerons à comprendre que nous commençons à s'affranchir de cette domination. Pas pour dominer les autres, mais être libre et digne chez nous. Mais là, on n'est plus ni libre ni digne chez nous. On nous divise, on fait ce qu'ils veulent de nous, en complicité avec toujours ces Africains qui sont là. Ce que nous appelons aujourd'hui dictateurs, mais ils ne sont pas tout seuls. Ils ont tous les cadres civils, politiques et militaires, ce qu'on appelle les dignitaires, les apparatchiks et autres. Ils ont tout entre eux. Mais ils sont là pour détruire. C'est un piège d'humiliation ou d'irrespectabilité interraciale. Mesdames, Messieurs, peuple africain, comment et pourquoi les Occidentaux divisent, exploitent, dominent et détruisent-ils les pays du tiers-monde, ainsi que leurs peuples respectifs? Le tiers-monde, aujourd'hui, quand on parle du tiers-monde, on pense premièrement à l'Afrique. Il est très difficile maintenant aujourd'hui pour les Occidentaux de faire ce qu'ils veulent en Amérique latine et en Asie d'ailleurs. Mais là où il y a le terrain de jeu, il reste que l'Afrique. Accompagné de qui? C'est même docteurs, professeurs, ingénieurs, commandants, colonels, général ou tout ce que vous voyez là. Disons. Donc ils sont là pour appliquer. Donc c'est des hommes psychologiquement faibles, des êtres sans foi ni loi, sans âme ni conscience. C'est le pire négro qu'on utilise, donc ils sont là. Dès qu'on leur donne les moyens, ils deviennent plus dangereux que le colon lui-même. Et nous subissons ça chaque jour au niveau déjà des alternances politiques. On est obligé d'inviter les pays tiers ou étrangers pour venir nous aider et chaque fois parce pour sauver l'humain en Afrique. Alors que c'est les Africains eux-mêmes qui tuent leurs semblables. C'est le paradoxe. Mesdames, Messieurs, donc il y a eu des règles qui ont d'abord été établies pendant la conférence de Berlin en 1885 et aussi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelait l'ancien ordre mondial aujourd'hui, qui a divisé le monde avec la France-Afrique, avec tout ce que nous connaissons. Et ce monde-là est toujours d'actualité, même si les choses ont changé parce qu'il est arrivé d'autres puissances économiques et qui émergent dans la Chine, aujourd'hui l'Inde et le Brésil qui commencent à prendre la place. Mais les choses sont en train de bouger. Mais en ce qui concerne les fondamentaux de ces règles pour l'Afrique, ça reste pareil et nous subissons aujourd'hui. Et la plupart de ces autres nouveaux pays émergents ont compris, ils souhaitent aussi exploiter l'Afrique en utilisant les mêmes méthodes. Et donc nous sommes la risée du monde, nous sommes les derniers. Et pourquoi? Parce que la problématique, c'est toujours cette classe politique qui est là, qui ne sait pas comprendre qu'est-ce qu'une volonté politique, qu'est-ce que le but de la condition humaine, qu'est-ce que servir, qu'est-ce que la respectabilité interraciale, qu'est-ce que vous respectez votre continent, comment. Donc tout ce qui est là, je vais vous lire, qui vous concerne parce que tout a été inscrit et codifié pour que nous restions dans ces conditions. Je vais les lire, c'est en 30 articles.
Donc, parmi ces 30 articles qui sont là pour tout Africain qui veut faire la politique, surtout majoritairement en Afrique francophone, c'est là où ça pose problème. Pardon, excusez-moi. En Afrique anglophone, ils cherchent à s'affranchir petit à petit. Mais le problème pour nous, c'est l'Afrique francophone. Là où c'est le déclassement est total. Donc, c'est tiré vers le bas. C'est le chaos, tout. Parce que la France, en partie, applique à la lettre près ce code-là, que je vais vous le lire. Il est inscrit en 30 articles. Premier article. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 2. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Article 3. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Article 4. Le respect de la dignité humaine n'existe pas pour les peuples du tiers-monde. Article 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira des dons et crédits accordés par nous en forme d'aide et assistance. Tous les dictateurs africains, par exemple, doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira des dons et crédits accordés par nous comme assistance et aide. Article 6. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal. Article 7. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit donc disparaître. Article 8. On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. Article 9. Tout accord conclu avec un autre pays, ou une négociation sans notre aval est nul et de nul effet. Article 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droit. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. Article 13. Article 12. Aucun dirigeant du tiers-monde ne peut rester en vie sans notre accord. Article 13. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture ni civilisation sans se référer à la civilisation occidentale. Article 14. On ne parle pas de génocide,
de massacres, ni de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis, même si le nombre des victimes est très important. Article 15. Dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un plafond. Article 16. N'auront droit à l'aide précitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Article 17. Notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Article 19. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Article 21. Toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle. C'est de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Article 22. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Ceci est important. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser, détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Article 24. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper. Article 25. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la miser, la diviser. Article 26. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Article 27. Les lois, les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Article 28. Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni incarcérés par les cours et tribunaux internationaux. Article 29. Nos armées doivent être toujours plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. Article 30, la dernière. La limitation et l'interdiction d'armes de destruction massive ne nous concernent pas, mais les autres. Donc, vous venez de comprendre ça. Bon, c'est des situations qui ont existé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Mais il reste encore là parce que le monde n'est pas immuable. Donc, toute activité humaine est perspective, donc ça bouge. Donc, en réalité, tout se concentre sur l'Afrique, et notamment en Afrique francophone. Et nous vivions ça de plein fouet en Afrique francophone. Tout ce qui est écrit là, c'est ce qui est appliqué aujourd'hui en Afrique francophone. Vous voyez qu'aujourd'hui, au niveau politique, économique, humanitaire, c'est un désastre. Donc, nous sommes là dans le baba. Mais à cause de qui? C'est pas que, soi-disant, la France. Non. C'est d'abord les Africains eux-mêmes
C'est qu'on a dit qu'on a envoyé étudier qui sont des cadres civils, politiques et militaires. Tous ceux qui sont là, qui viennent que pour les intérêts particuliers et partisans. Les intérêts particuliers c'est les intérêts d'abord d'eux-mêmes et aussi de leurs donneurs d'ordre. Et les intérêts partisans, ce sont les intérêts surtout de jouer les jeux politiques avec les trucs des tribus qui n'ont jamais franchi les barrières de la tribu. Ils jouent les tribus, mais avec les trucs des partis qui ne savent que des moyens pour accéder au pouvoir, mais pas pour servir les peuples, sinon ça cesserait. Donc vous voyez que notre situation dépend de nous-mêmes. Et nous ne sommes pas en guerre contre le monde entier, mais le monde occidental est comme ça. Si vous ne savez pas ça, vous perdez votre temps. Ils ont établi les règles, ils aiment les meilleurs, partout. Si vous êtes meilleur, commencez à allumer votre cerveau et à structurer, organiser votre société et vous verrez qu'à un moment donné, on vient de vous respecter. Parce que là-bas, c'est comme ça, c'est un état d'esprit, ici en Occident. Le travail bien fait. Il faut se battre, il faut se battre. Mais si vous n'êtes pas là, on vous utilise comme des marionnettes, mais à un moment donné, on rigole, on rigole. Oui, la nature a horreur du vide. Donc on vous utilise, après vous êtes comme des Kleenex, on prend un autre. Donc, mais en Afrique, c'est comme un jeu d'enfant. Et la matière, elle est là. Donc on en trouve beaucoup. Regardez, dans chaque pays, déjà au Congo, déjà pour le cas des Sassou Nguesso, les marionnettes sont tellement trop. Mais au cas du pouvoir des Sassou Nguesso, aussi dans la résistance, dans l'opposition, mais à un moment donné, on s'est dit que quoi, l'Africain est prédisposé à la soumission, à l'esclavage et compagnie. Donc on voit là. Mais les quelques rares espèces qui sont là, qui luttent pour que nous avancions ensemble dans ce monde qui devient de plus en plus interdépendant. Et oui, un monde global, non pas seulement la culture globale, mais aussi au niveau économique, social, culturel et autres. Nous n'avions nulle part où aller. Nous sommes contenus dans cette planète Terre que nous allons nous mélanger dans l'espace et le temps. La matière n'a nulle part où aller parce qu'elle est contenue au dehors de quelques satellites que nous avions envoyés dans l'espace et de quelques météorites qui ont atterri sur la surface Terre. Donc la matière qui existe, elle est toujours là. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, mais on voit que la matière a toujours tendance à se désagréger, à se déstructurer. C'est ce qu'on appelle le principe de l'entropie en physique, en thermodynamique, entre l'ordre et les désordres. Donc eux, ils veulent amener les désordres. Mais donc nous cherchons à mettre l'ordre. Mais il faut vraiment... oui, les autres ont ramené l'ordre dans leur pays. En Asie, en Amérique latine, ils cherchent à ramener l'ordre parce que l'Occident, ils cherchent à déstructurer ces écosystèmes parce que la nature la matière a toujours tendance à se désagréger. Et donc nous devons faire le contraire. Prenez ce plastique-là, hein, dans cette bouteille d'eau. Et vous attendez 500 000 ans. Oui, ou même 400, pas 500 000 ans. Et vous attendez 500 ans. Et vous n'êtes un état de poussière. À l'inverse, vous prenez cet état de poussière et vous ne vous repassez cette bouteille-là. Donc, cela ne fonctionne que dans un sens. Pourquoi? Parce que la matière a toujours tendance à se désagréger. Et donc, nous devons comprendre que c'est des processus qui sont comme ça et qui sont là, que nous sommes contenus dans cette matière et qui peuvent faire ça, ils n'ont nulle part. Parce que nous avons la même matière qui est là, l'humain, la nature et autres. Donc, on va inventer le présent et le futur. Nous devons tout justement protéger d'abord l'humain, partout. D'abord au niveau de l'humain parce qu'il y a la génétique, mais aussi protéger la nature et aussi les droits des peuples et des sociétés. Et à ce moment-là, nous pourrons construire ces sociétés constituées ensemble pour que nous puissions garder cette existence universelle. Et que l'enjeu n'est plus ce genre de combine, de domination comme ça. L'enjeu est au niveau écologique, existentiel. La qualité de l'eau, de l'air, les problématiques climatiques, l'empreinte écologique. Qu'est-ce que nous allons vivre? On vit maintenant à crédit. Quand on voit au niveau des hectares globaux, on voit que l'empreinte écologique dépasse largement la biocapacité de la Terre à supporter encore 8 milliards d'individus d'ici 2050. Mais comment nous allons faire? Mais d'où l'enjeu des problèmes d'éducation, ce n'est pas des problèmes de planning sélectif par l'alimentation empoisonnée, les stérilisations ou tout ce qu'on peut voir, des programmes qui auront des impacts sur la génétique et qui aujourd'hui on est mélangé. Non, le problème c'est l'éducation. Donc mettez les produits intérieurs bruts du monde entier, de l'ONU, dans le paquet éducation.
au niveau que les gens soient bien éduqués sur les enjeux majeurs à venir. Mettez le paquet sur ce qui est, des enjeux majeurs à venir. C'est des problèmes que je parle d'écologie, des problèmes des conditions humaines. Donc tout ça, la condition humaine ne peut exister sans que nous protégeons cette matière. Hein? Cette matière qui qu'on appelle les ressources naturelles. On appelle de l'eau. Il y a tout. Donc nous devons les protéger. Nous devons la planifier. Nous devons la gérer vraiment durablement. Comme des bons gestionnaires. Donc nous devons gérer l'humain et la nature et les droits de nos sociétés et de nos civilisations. Parce que, je vous l'ai dit, que nous sommes condamnés à être ensemble. Nous allons nous mélanger d'ici 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, si l'humain reste là. Donc le but n'est pas arriver à la phase de rupture qui sera autour de 10 milliards d'individus sur Terre. Et à ce moment-là, nous rentrons dans le processus qu'on voit dans la dynamique des espèces, dans les plaines d'Afrique, les savanes d'Afrique australe, et quand on voit entre la dynamique des espèces, entre proies, prédateurs et autres, donc on est dans la sauvagerie, ou la pénurie des ressources, par exemple de l'eau, entre la chaîne de prédation, les périodes de rut, de reproduction, de consommation, les cycles de vie, énergie, matière, on va se retrouver dans un bazar total, avec tout ce qui sera mélangé. Donc, du terrorisme d'État, du terrorisme religieux, de tout ce qui sera comme bazar. Donc, nous devons éviter ça. Donc, apporter l'éducation. L'éducation, c'est très important. Donc, laisser ce peuple avec des régimes plus ou moins consensuels, mais qu'il y ait des alternances politiques et que ces gens puissent changer au moins. Mais les intérêts économiques sont fixés, les règles sont fixées, mais laisser ces gens avancer avec le peu de moyens et qui récoltent de leurs ressources, que ce soit des ressources naturelles ou des valeurs ajoutées économiques, et qui puissent porter beaucoup d'éducation. Pour que les gens comprennent que ça ne sert à rien, et quand on n'a pas de moyens, ça ne sert à rien de faire 5, 10 enfants, et que ça va être un problème. Parce que voilà, donc il faut tout éduquer. Éduquer, 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 éduquer. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.